C'est RCF, 8h10, lundi 16 septembre. Ce matin, en plein débat sur la révision des lois de bioéthique, notre grand invité se bat pour l'assouplissement de l'anonymat des donneurs de gamètes. Né d'un don de sperme, il est un des premiers en France à avoir réussi à retrouver l'identité de celui à qui il doit en partie la vie. Une histoire qu'il raconte dans un livre publié chez l'Iconoclaste, un livre qui se lit comme un roman, ça s'appelle Le Fils. Bonjour Arthur Kermalvezen. Bonjour. Jeudi dernier, en commission, les députés ont examiné l'article 3 du projet de loi de bioéthique qui consacre pour les personnes nées de PMA le droit d'accéder à leur majorité à l'identité de leur donneur. Alors si la loi est votée, les personnes nées de PMA pourront avoir accès une fois majeures à des données non identifiantes sur leur donneur, mais aussi, si elles le souhaitent, à son identité. C'est l'aboutissement pour vous d'un long combat. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu ? Les enfants qui sont pas là ont été entendus et ceux qui sont là n'ont pas été entendus. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans ce projet de loi, il y a les grands absents, c'est ceux qui sont déjà là. Nous, on est 100 000, grosso modo, et rien n'a été fait. Alors heureusement, on a quelques députés hyperactifs, je pense à la rapporteuse Coralie Dubost et Martine Vonner, qui font tout pour dire attention, il y a des enfants qui sont déjà là, qui eux sont incapables de répondre à la question des antécédents médicaux. Certains ne sont pas au courant de leur mode de conception, que ça pose un vrai problème. Je sais qu'ils ont essayé de convaincre Madame Buzyn de rappeler les anciens donneurs, parce qu'il s'agit juste de poser une question. Je tiens à rappeler qu'en 2002, il y a eu pour les nés sous X, pour les femmes qui ont accouché sous X, la création du CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, et que pour éviter une condamnation, dans l'affaire Audièvre, l'État français a mis en place donc ce CNAOP qui est habilité à enquêter, localiser et rappeler les femmes qui ont accouché sous X pour leur poser une question. Ces femmes peuvent dire non au fait de divulguer leur identité, on pourrait de faire rencontrer... la même chose. C'est pas ça, c'est qu'il y a déjà des affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme, dont celle de ma femme, qu'on est exactement dans la même situation, et que en refusant de recontacter les anciens donneurs, Madame Buzyn ne permettrait pas à la France d'éviter une condamnation. Donc pour vous, ça m'étonne. Donc vraiment. Pour vous, c'est un progrès pour les enfants à naître. C'est insuffisant pour ceux qui sont déjà là, comme vous, comme votre épouse et comme beaucoup d'autres. Vous avez très bien résumé ma pensée. Alors, Arthur Kermalvezen, enfant, que saviez-vous de vos origines ? J'ai toujours su comment j'avais été conçu. Ma mère deviendra psychanalyste plus tard après avoir eu ses 3 enfants, et donc elle suivait certains préceptes de Françoise Dolto, et notamment celui selon lequel on peut parler aux enfants. Et donc elle nous expliquait notre mode de conception avec mon père à côté d'elle. Je l'ai vu faire avec ma petite sœur. Je me disais tiens, elle parle à son ventre, et puis en fait non, elle parlait en fait à ma petite sœur qui était dans son ventre. Mais j'étais peut-être un peu petit pour le comprendre. Mais ce qui fait que j'ai jamais découvert comment... Ça n'a jamais été un secret. Oui, voilà. Enfin si, parce que moi j'ai quand même subi le secret sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on était au courant de notre mode de conception, mais le reste de l'entourage, non. Donc voilà. En revanche, je veux pas faire croire aux auditeurs que c'est mieux de le dire le plus tôt possible aux enfants. C'est-à-dire, déjà, je pense qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Ce que je veux dire par là, c'est que ma femme, elle a découvert, ses parents lui ont dit, quand elle avait 29 ans, comment elle a été conçue. Et je l'envie quand même. Je l'envie quand même parce que elle n'a pas été polluée par la question des origines. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que je suis pas là. Moi, je suis pas un tract. Le livre n'est pas un tract. J'invite chacun à réfléchir. Vous n'êtes pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais vous êtes là pour poser des questions. Voilà, je réinterroge énormément de choses, mais je me méfie beaucoup à la fois des effets de mode, et ensuite il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc en ce moment, la petite musique de fond, c'est il vaut mieux le dire le plus tôt possible à l'enfant. Non, en fait, la question des origines, c'est quand même une question lourde à porter. D'ailleurs, les religions se sont emparées de cette question, c'est pas pour rien, c'est bien que c'est une question compliquée, voire angoissante d'une certaine façon. Et donc moi, si j'avais eu un conseil à donner à mes parents, en revanche,
Parce que là, eux, leur intention, c'était de dire on ne peut pas fonder une famille, élever nos enfants s'il n'y a pas de la confiance. Et c'est vrai que si on cache des choses à l'enfant qui ont trait à son intimité quand même, en tout cas son intimité corporelle et pas seulement, eh bien, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, moi, le conseil que je leur aurais donné, si j'avais été là pour leur donner, mais je n'étais pas encore là, c'était pas de problème. Si vous avez des choses à dire à l'enfant, mais qu'il est trop petit pour l'entendre, écrivez-le dans un carnet. Et puis le jour où vous lui direz comment il a été conçu quand il a 15, 16, 17 ou 18 ans, vous pourrez lui dire, non, on t'a rien caché, regarde, il y a un carnet, il est à toi, on a écrit ce qu'on avait à te dire, donc on ne te trahit pas. Alors, Arthur Kamalvezen, En revanche, oui. le deuxième palier, c'est quand même que moi, ma théorie, c'est que la difficulté de la privation des origines, c'est qu'une fois que vous savez comment vous avez été conçu, ça suscite des questions. Voilà. Et que ces questions, il faut pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Alors vous avez toujours voulu savoir qui était le monsieur généreux qui avait donné sa petite graine, c'est comme ça qu'on en parlait chez vous. Oui. Qu'est-ce qui vous manquait ? Il me manque quelque chose que tout le monde a, c'est de répondre à la question simple, à qui je dois aussi la vie. D'abord, il y a le projet parental, c'est-à-dire mes parents, mais qui ont dû recourir à l'aide essentielle et incontournable d'un donneur. La difficulté dans mon cas, c'est comme j'ai toujours su comment j'avais été conçu, et qu'en plus de ça, on me le dépeignait en me disant que c'était quelqu'un de très gentil, de très généreux, bref, de tout à fait valeureux, en tout cas rencontrable, pardon pour cette expression, eh bien je m'attendais à ce qu'il y ait un événement organisé, un apéro. Quand mes parents invitaient leurs amis, je me disais, dans les amis, il y a forcément mon donneur. Et en fait, non. Donc j'ai été placé dans une situation un peu perverse, dans le sens où j'étais placé dans l'attente, qui était pour moi naturelle. Bon, après, c'est vrai que moi, je pensais que tout le monde était conçu comme moi. Parce que l'enfant voit les choses... la normalité de l'enfant, c'est son propre regard sur le monde. Alors, les choses vont peut-être changer, mais jusqu'à présent, l'anonymat du donneur était quelque chose de sacré en France. Et donner des informations a été puni par la loi. Alors vous, comment vous avez fait pour retrouver votre donneur ? C'est aussi simple que quand on se commande un t-shirt. Hein. Donc, vous allez sur Internet... Ah oui, c'est affligeant de simplicité. Surtout qu'aujourd'hui, si vous utilisez certains navigateurs, vous avez des systèmes de traduction. Donc même si la page était en japonais, j'aurais pu la traduire. Donc là, c'est de l'anglais, donc c'est quand même assez facile. Mais en faisant clic droit, vous traduisez les pages. Et donc je suis passé par une société américaine qui m'a livré, j'ai choisi la livraison express en 2 jours, un tube. J'ai craché dans un tube, je l'ai remis dans la petite boîte et je l'ai redéposé à la poste. Voilà. Mais ça vous a pas donné le nom de votre père ? Ah, pas du tout. Voilà. Alors, ça m'a pas donné le nom de mon donneur. De votre donneur. Alors, parce que mon père, il se trouve que peut-être qu'il va nous écouter. Donc j'ai un père, une mère et un donneur ou un géniteur. Et donc, ce que ça m'a donné, c'est que j'ai attendu donc 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, ça m'a donné mes origines géographiques. Et puis il y a une autre rubrique qui s'appelle correspondance d'ADN. Et là, en fait, j'ai autorisé la firme à comparer mon ADN avec tous ceux qui, eux aussi, étaient d'accord pour que leur ADN soit comparé. Donc mon ADN a été comparé à plus de 3 millions de personnes qui sont passées par la même compagnie. Et puis là, je découvre un match, c'est-à-dire que je vois que je partage 6% de mes gènes avec une certaine Laura Serguet. Donc comme ça, sans savoir, je me suis dit, tiens, elle est peut-être portugaise, j'en sais rien. Et puis ma femme est à côté de moi et elle cherche sur LinkedIn. Elle me dit, ah ben non, je peux te dire qu'elle n'est pas portugaise, elle est anglaise. Elle a 42 ans et elle te ressemble. Et elle me montre la photo. Donc là-dessus, je vais sur mon profil aussi. Je lui envoie un message. Elle me répond dans la minute. Elle me dit, voilà, je suis à Londres, on s'appelle... appelons-nous par WhatsApp. Désolé pour la pub. On va pas raconter en attendant, toute l'histoire parce que ça c'est dans votre livre. Mais en fait, mais ça se finit très rapidement. C'est juste que le lendemain à 11h, j'obtenais le prénom et le nom de mon donneur. Qu'est-ce qui vous est arrivé le 25 décembre 2017 ? J'ai reçu un coup de fil de mon donneur qui me dit qui pourrait t'appeler un dimanche qui peut t'appeler un 25 décembre à 10h. Bon, alors moi j'étais dans la campagne avec mes 2 loulous pour que mes enfants évitent de réveiller toute la maison. Et puis alors le hasard fait que je suis à un endroit où il y a une antenne relais, donc je capte.
Et donc mon téléphone sonne, et j'entends cette voix qui me pose cette question. Je dis franchement j'en sais rien, moi j'étais pas bien réveillé. Il me dit oui bah ça serait vraiment dommage vu le temps que t'as passé à me chercher. Puis là je me dis ah alors effectivement il y a bien quelqu'un. Donc là je commence à être pris d'émotion. Je lui dis oui effectivement j'aimerais bien que ce soit Gérard. Il me dit bah oui c'est moi. Donc là je m'arrête parce que je ne voyais plus la route. Mes enfants s'étaient endormis et il m'a dit écoute je sais pas du tout si on va bien s'entendre ou pas. Je sais juste que je comprends tes questions, tu dois en avoir plein. Et donc qu'on s'entende bien ou qu'on s'entende pas, je m'engage à répondre à toutes tes questions. Et voilà comment l'histoire de votre rencontre avec votre donneur a commencé. Vous avez pu le rencontrer après, tout ça vous le racontez dans votre livre. Est-ce que maintenant vous avez compris quelles étaient ses motivations et comment est-ce qu'il a accueilli votre démarche ? Il l'a bien accueilli a priori. Alors il a très bien accueilli ma démarche, pour une raison assez simple, c'est que son propre père était pupille de l'État. Donc ça faisait partie la quête des origines. Oui, c'est-à-dire que personne dans cette famille n'a questionné la légitimité de ma démarche, puisque eux-mêmes avaient enquêté et questionné les origines de leur propre père. Quelles étaient ses motivations pour donner son sperme ? Eh bien, il y a les motivations inconscientes dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'on reproduit quand même certaines choses. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là, finalement, portent tous le nom d'une femme. Et donc, il y a une relation au nom du père qui est la même que celle dont j'ai hérité, puisque, en fait, en retrouvant mes origines, je retrouve des questions. Mais je ne connais toujours pas le nom du père que toute cette famille aurait dû porter. Et je me dis que peut-être que les tests ADN, un jour j'aurai un match et un jour je saurai quel est le nom de famille que ces gens-là devaient porter. En revanche, les vraies raisons, c'est simplement que lui a mis 7 ans avec sa femme à avoir des enfants. Et il était donneur de sang régulier. Et un jour, lors d'une remise de médaille, un directeur, un responsable de banque de sperme a dit « Écoutez, voilà, vous êtes donneur de sang, vous avez le profil parfait. Pourquoi vous ne prolongeriez pas le mouvement en donnant votre semence pour aider des couples à devenir parents ?» Et seuls les parents peuvent donner. À l'époque, c'était comme ça. C'était un couple de parents qui donnait à un couple qui cherchait à devenir parents. Ça, c'était très important, en tout cas pour lui. Et donc, il a, entre guillemets, le profil parfait. Mais finalement, dans votre livre, on se rend compte qu'un don de sperme, c'est assez différent d'un don du sang ou même d'un don d'organes. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, puisque le don de sang ou d'organes permet une vie qui ne va pas bien à aller mieux, alors que dans le don de gamètes, vous permettez à une vie d'être générée. Donc, effectivement, ça n'a strictement rien à voir. Quelle place est-ce qu'il occupe aujourd'hui dans votre vie ? Il a la place du donneur. La place qu'il aurait dû avoir depuis toujours. C'est-à-dire que je peux l'appeler quand je veux, je peux le solliciter quand je veux, je peux en parler à mon entourage. J'étais avec lui il y a... On est quel jour là ? Il y a samedi dernier, parce qu'on devait faire le point sur certaines choses. Donc voilà, en fait il existe, il est là. Mais la question principale à laquelle... il faut comprendre dans l'accès aux origines que c'est extrêmement polluant de ne pas savoir à qui on doit d'être né. Le fait d'être privé de cette information fait qu'on dépense une énergie qui pourrait être disponible pour autre chose et que finalement c'est comme si on laissait un robinet ouvert en permanence, quoi. Voilà. Et c'est extrêmement pénible. Donc j'invite la ministre à aider tous ceux qui ont des questions à pouvoir y répondre. Et non, on ne cherche pas un papa. Voilà, justement, papa, on en a déjà un. Comment votre père a vécu toute cette démarche, cette recherche et même cette découverte et cette rencontre ? Si vous voulez, moi j'ai remis donc un courrier, mais ça il faut lire le livre après pour savoir ce que j'ai mis dans le courrier et tout ça. Mais j'ai écrit un courrier et j'ai demandé à mon père d'être mon relecteur privilégié. Donc mon père a complètement été associé à ma démarche, etc. Mais bon, ça c'est un choix personnel. En revanche, j'étais pas obligé de le faire parce que la quête des origines ne concerne pas les parents. C'est-à-dire qu'on n'a rien à négocier avec les parents dans le sens où ça touche notre intimité.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une intimité corporelle, ce sont des questions très intimes. Pourquoi j'ai ce corps-là? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi j'ai ce tempérament-là par certains côtés? Et voilà. Vous avez compris des choses sur vous en rencontrant votre donneur? Ah bah oui, j'ai compris énormément de choses. J'ai compris énormément de choses parce que les chiens ne font pas des chats. Et puis aussi parce que... oui, j'ai retrouvé certains traits. Alors, faut qu'on s'entende bien. La personnalité est composée du caractère et du tempérament. Le caractère, c'est que de l'acquis. Et dans le tempérament, il y a seulement 40% d'inné. Ou donc de génétique. Donc c'est pas énorme. Donc finalement, ce qu'on cherche dans les origines, c'est 25%. Il y a 25% de l'inné qui reste des questions quand même. Voilà. Mais quand je dis les parents ne sont pas invités dans le débat de l'accès aux origines parce que en réalité ça ne les concerne pas, c'est tout simplement parce que le seul qui hérite de la question des origines et le seul qui hérite des gènes, c'est l'enfant. Et c'est le seul à transmettre ses gènes à ses propres enfants. Arthur Kamal-Vezon, merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale RCF, d'avoir été notre grand invité. J'encourage les auditeurs à lire votre livre, Le Fils, l'incroyable enquête d'un homme pour retrouver celui à qui il doit la vie. C'est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Merci beaucoup. Merci.